Bonjour, bonjour, nous sommes le 28 février 2025. Eh bien, bonjour et bienvenue sur votre matinale 5-7 matin. Heureux sommes-nous de vous retrouver. Eh bien, chers lève-tôt, vous le savez, c'est votre programme matinal d'actualité et d'information et nous sommes ravis de vous savoir là, devant vos petits écrans. Et oui, c'est ici que ça se passe et c'est tous les matins, bien entendu. Bienvenue dans la grande famille 5-7 matin, n'est-ce pas? Christelle Tongodo, bonjour. Oui, bonjour Rachida Biomomo. Comment allez-vous ce matin? Ça va très bien? Ça va bien, comme tous les matins. Toutes les formations de ces dernières heures, c'est avec vous. On y va? On y va alors. Voici pour vous le bulletin d'information. Plaisir de vous retrouver. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au bulletin d'information. Cotonou a abrité hier jeudi le sommet Choiseul Afrique, une 6e édition qui a réuni la crème des investisseurs d'Afrique et d'Europe. Tous ont d'une voix commune appelé à accélérer l'industrialisation du continent. Mariam Jabi Talata a donné le top de la cérémonie. C'est avec Mathieu Sokenou et Alessandra Diotan que nous allons suivre. Le Choiseul Africa Summit 2025, le rendez-vous des investisseurs du continent à Cotonou. Le choix du Bénin pour abriter l'événement n'est pas anodin. Le Bénin a su concilier vision, intelligence du projet de développement, industrialisation des processus productifs, ouverture aux investissements directs étrangers, gestion fine de ressources qui par définition sont limitées, et puis aussi développement social et culturel de la population, ce qui est aussi un facteur assez important. À cet égard, aujourd'hui, le Bénin peut être considéré comme un modèle de transformation, de modernisation en Afrique et au bénéfice de l'Afrique. Le pays est très honoré et reconnaissant d'accueillir un sommet international aussi essentiel et pertinent pour le développement, la croissance économique de nos jeunes États et de notre continent. Choiseul Africa est en effet, à ce jour, le seul creuset de rencontres internationales des acteurs du monde économique sur les opportunités, potentialités et atouts des différents pays et régions du continent africain. Le Bénin est prêt à accueillir les entreprises et les investisseurs qui souhaitent participer à la dynamique de transformation structurelle de son économie. Les échanges sont axés sur des thématiques clés telles l'optimisation des chaînes de valeur, la valorisation de la main-d'œuvre, les défis de l'urbanisation et de la connectivité des villes africaines et l'accès au financement. La présence à cette rencontre du président directeur général de Africa 50. Cette plateforme d'investissement créée par des gouvernements africains et la Banque africaine de développement est appréciée. Nous avons peu d'argent, compte tenu des besoins, 1,2 milliard de dollars d'actifs sous gestion, mais en faisant l'effet de levier, nous pouvons faire beaucoup de choses et nous sommes prêts à faire beaucoup de choses avec vous. Plus de 350 décideurs et personnalités influentes du monde des affaires prennent part à ce sommet. Et à ce sommet Choiseul l'Afrique 2025, chaque participant entend tirer profit. Suivez les impressions de quelques-uns au micro de nos correspondants. Vraiment, j'étais impressionné ce matin par la qualité des intervenants. Je suis aussi fier parce que moi aussi je suis africain et j'ai aujourd'hui vraiment chaud au cœur de voir que nous sommes en train de prendre notre destin en main. Nous allons exploiter nos ressources humaines et nos propres richesses pour nous développer sans arrêt, travailler, comme il l'a dit notre cher ministre, pour rattraper le retard qu'on a sur l'Asie et l'Europe et l'Amérique du Sud. Le sommet Choiseul Afrique à Cotonou a une opportunité de montrer ces réalisations qui ont été faites par le gouvernement et aussi d'attirer des investisseurs qui ne connaissaient pas le Bénin et qui en ont certainement entendu parler puisque les impacts qu'on a vus sur les différents secteurs du pays ne sont plus à cacher. Donc aujourd'hui, la plateforme qu'on a aujourd'hui Choiseul Sommet Afrique à Cotonou permet à tous les participants, les 350 dirigeants et hommes d'affaires qui sont venus de découvrir cette opportunité qu'est la destination du Bénin. Ça nous donne une ouverture
pour nous connecter, avoir un réseau entre entrepreneurs et financiers. Et bon, voilà, ça va nous permettre d'aller plus vite dans la réalisation des projets. Nous voulons séduire le monde des affaires au niveau international et leur dire qu'il y a d'énormes potentialités dans notre pays, potentialités d'affaires. Et donc, nous sommes particulièrement fiers, j'insiste sur le mot, fiers d'accueillir le Choiseul aujourd'hui à Cotonou. Et cette interrogation avant de poursuivre, le programme spécial d'insertion dans l'emploi lancé en 2020 a-t-il tenu le pari d'offrir une première expérience professionnelle à des milliers de jeunes? 4 ans plus tard, l'heure est au bilan. C'est ce que nous allons voir avec Marcella Rossi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Plus de 7130 jeunes insérés dans 1668 entreprises à travers le pays. Avec près de 90% des objectifs atteints, le PSIE s'impose comme un levier efficace contre le chômage des jeunes diplômés. Mais au-delà des statistiques, ce sont des trajectoires individuelles qui se dessinent, comme celle de Mireille, Igor et Cédric, 3 jeunes qui ont vu leur avenir basculer grâce à ce programme. C'est pas ma curiosité que je me suis inscrit. Et après l'inscription, j'ai commencé par postuler. Et à maintes reprises, on m'a appelé et je n'allais pas. Et je me disais, bon, qu'est-ce qu'il fallait faire? Parce que j'étais en service dans une autre structure de la place. Et fortuitement, l'après-midi, comme ça, on m'a appelé pour un entretien. 3 jours après, on m'appelle, on me dit, bon voilà, j'ai eu plusieurs opportunités, plusieurs entreprises qui m'ont appelé. Et j'avais un choix à faire. Et le choix s'est porté sur SDP. Je me suis retrouvé ici en 2022. C'est grâce à PSIE que pour moi particulièrement, l'insertion professionnelle a été réelle. C'est vrai, j'ai eu à travailler à la cour d'appel, mais ce n'était pas sur une longue période et ce n'était pas vraiment ce que je pratique ici. On est aujourd'hui 70 collaborateurs au sein du cabinet. Sur les 70, 11 ont été recrutés via le PSIE et dès le départ, dès la création de l'entreprise. Sur les 11 recrutés, 8 ont été embauchés et 3 sont toujours en contrat PSIE qui se va finir dans 3 ou 4 mois et ces 3 seront également embauchés. Donc c'est 100% des allocateurs que nous avons reçus via le programme PSIE qui ont été recrutés par l'entreprise et qui nous donnent entièrement satisfaction. Grâce à ce programme, j'ai pu hausser mon niveau de vie. J'ai quitté quand même un salaire qui était minimum ou bien un salaire de base pour arriver à un salaire conséquent qui me permet aujourd'hui de pouvoir subvenir à mes besoins. C'est vraiment une bonne initiative, ce programme. Et ce programme, on peut le dire fièrement, a permis par exemple à nous, notre entreprise, de mettre sur le marché béninois des solutions numériques. Et à l'instar, par exemple, comme dans les pays de la Silicon Valley et tout, de la Silicon Valley aux États-Unis et tout, des entreprises comme la nôtre ont pu développer des solutions comme Barostrat, comme Prunel, comme des applications de gestion de fermes avicoles complètes qui tournent aujourd'hui au Bénin et même dans la sous-région grâce au soutien du PSIE. Si le PSIE affiche des résultats prometteurs, tout n'est pas parfait. L'un des défis majeurs reste l'inadéquation entre les formations suivies et les besoins réels du marché du travail. Pour y remédier, le gouvernement a renforcé l'orientation professionnelle et la formation des bénéficiaires. Aujourd'hui, nous avons des systèmes de formation où les entreprises participent. On appelle ça de l'alternance. À un moment donné, il faut donner l'opportunité à la personne en formation d'aller dans l'entreprise de façon réelle et de découvrir ce dont on parle. Et ça, c'est en cours, à ma connaissance, cette réforme est en cours dans notre pays, ça va se généraliser et nous aurons besoin de la bonne volonté des entreprises de participer à la formation des jeunes parce que l'école, l'université, les centres de formation ne peuvent pas tout faire. En donnant aux jeunes les moyens de s'insérer durablement, le PSIE est un investissement sur l'avenir.
Et dans un autre registre à présent, c'est parti pour environ 4 mois de travaux. La Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a procédé ce jeudi 27 février à l'ouverture de sa première session ordinaire au titre de l'année 2025. Au menu, l'examen de plusieurs dossiers dont l'aide de l'État aux médias, mais aussi le renouvellement des fréquences de certains médias. Plus de précisions avec Fallon Kisezounon. Après son annonce, il y a quelques semaines, la question de l'aide de l'État à la presse privée va occuper une grande place au cours de cette session ordinaire de la HAC. Ça va se faire. Le principe est acquis. Vous savez, ça fait quand même 8 à 9 ans d'arriéré. Il faut qu'on s'entende sur quand même combien nous pourrons accepter. Mais nous accepterons tout. Mais le principe est acquis. Je tiens quand même à vous le dire parce que c'est tout aussi important pour vous que pour nous, parce que cette aide nous permet d'interagir, vous permet également de vous occuper de vos membres côté formation et nous aussi de régler d'autres problèmes de la profession. D'autres questions relatives à la régularisation de certains médias en ligne, au renouvellement de la convention ou encore à l'attribution de fréquences seront débattues. Pour les responsables de presse, au cours de cette session, nous allons donner la possibilité à ceux qui voudront être à jour de l'être. Il y a des conventions qui sont également déjà arrivées à terme. Nous allons renouveler ces conventions. Ceux qui seront à jour et en rempliraient les conditions. Enfin, il y aura également des fréquences. C'est donc parti pour environ 4 mois de travaux. Des travaux qui vont déboucher sur de nouvelles résolutions en vue de l'amélioration du paysage médiatique au Bénin. Après plus de 18 mois de mise en œuvre de l'affermage de l'eau potable en milieu rural au Bénin, les consultants font la restitution des travaux à Cotonou. L'idée est de présenter les constats relevés sur le terrain et faire des recommandations. L'atelier se déroule sur 2 jours. Les précisions de Rebecca Kendiahoundé. L'eau, une ressource essentielle, elle reste indispensable pour toute communauté, surtout quand elle est potable. Malheureusement, dans certaines régions africaines, ce liquide précieux continue de se faire rare. Au Bénin, depuis 2016, le gouvernement a adopté une stratégie pour rendre l'eau potable disponible et surtout accessible à toutes les couches. Une nouvelle ère pour l'accès à l'eau potable en milieu rural, un accès de qualité à un prix abordable et à tout moment était la vision qui était clairement affichée dès le départ. Pour concrétiser cette vision, le gouvernement va mettre en place l'Agence nationale d'approvisionnement en eau potable en milieu rural. Cette agence, dans sa quête de performance, a commandité une étude d'évaluation de l'affermage de l'eau potable en milieu rural. Et nous avons démarré cette aventure depuis le 1er mars 2023. Le contrat viendra à terme en 2033. Mais après 1 an, 2 ans d'expérience du terrain, il était de bon ton qu'on s'arrête pour faire une petite évaluation de comment ce contrat il est mis en œuvre. La présente séance est donc un atelier de présentation et de restitution des études menées sur le terrain par ces consultants. Après plus de 18 mois de travaux, des constats sont faits, des acquis sont à l'actif du gouvernement. Tout le territoire du Bénin est affermé. Tous les départements ont un opérateur qui est redevable de la délivrance du service eau potable pour les 10 années à venir. Omilaye s'inscrit dans cette dynamique de progrès constant, en synergie avec toutes les parties prenantes, pour contribuer à favoriser l'émergence d'un sous-secteur de l'approvisionnement en eau en milieu rural accompli au Bénin. La SBADISO reste pleinement engagée aux côtés du gouvernorat béninois pour atteindre l'objectif d'un accès universel à l'eau potable. Pour cela, nous devons sensibiliser les populations à une consommation responsable. Ce programme
impacte plusieurs zones rurales du Bénin. En termes d'équipements de type nouveau, les systèmes d'alimentation en eau potable multivillages sont visibles à travers tout le pays. Et dans le reste de l'actualité, la coordination du PAPC, programme d'assainissement pluvial de Cotonou, a entrepris cette semaine une visite de terrain. Elle a procédé à une réception provisoire des travaux du lot 1 des sous-projets communautaires financés par la Banque mondiale. On voit les détails avec Mathieu Sokenou et Ariane Da Silva. Collège d'enseignement général Ouessé de Savie. Nous sommes dans la commune de Ouida. L'entité scolaire est l'une des bénéficiaires des sous-projets communautaires financés par la Banque mondiale dans le cadre du programme d'assainissement pluvial de Cotonou. Elle a bénéficié d'une nouvelle clôture. Je remercie chaleureusement les donateurs pour cette infrastructure qui vient sécuriser le domaine du collège et qui vient à point nommé parce que ça vient au moment où nous célébrons le 10e anniversaire de la création du collège. Comme le CEG Ouessé de Savie, d'autres établissements comme l'école primaire publique de Sainte-Rita et le CEG 2 Akpakpa Centre sont aussi bénéficiaires de nouvelles clôtures. Ça a créé une sécurité totale. Ailleurs, dans les écoles primaires publiques de Setovie et de Vedoko, puis à l'école maternelle de Vedoko, ce sont des modules de latrines qui ont été réalisés et réceptionnés provisoirement par le PAPC. Et nous promettons prendre soin de ces latrines-là en matière de propreté. À cela s'ajoutent les lampadaires posés notamment à l'école primaire publique de Vedoko et au centre de santé Isidore de Souza de Zézoumé. Le programme d'assainissement pluvial de Cotonou n'est pas juste venu faire des caniveaux, du pavage et s'en aller. Nous sommes venus changer de manière plus globale le cadre de vie des populations. Il s'agit de sous-projets réalisés sur financement de la Banque mondiale qui ont été identifiés tels que prévus par les bénéficiaires eux-mêmes. L'objectif, c'est d'obtenir l'adhésion des populations et de réaliser des choses qu'elles ont identifiées elles-mêmes. La réalisation de ces 7 sous-projets communautaires a nécessité un investissement de plus de 190 millions de francs CFA. Un deuxième et un troisième lot d'infrastructures de ce type sont prévus pour être réalisés toujours dans le cadre des sous-projets du PAPC. Et on s'intéresse au renforcement du plateau technique du CNHU HKM. Le gouvernement dote le centre hospitalier d'un équipement de technologie, un geste pour soulager les populations. La décision a été prise en Conseil des ministres Amadine Anyamboso. Un nouveau scanner de 64 barrettes sur 128 coupes avec option cardiologie. Le gouvernement vient de marquer son accord pour son acquisition au profit du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kutukumaga. La décision a été prise lors du Conseil des ministres du 19 février dernier. Ce scanner sera installé sur le site de l'ex-hôpital d'instruction des armées de Cotonou. La mise en place de ce nouvel équipement élève non seulement le niveau du plateau technique de cet hôpital de référence, mais va aussi renforcer l'offre de soins. Il va contribuer d'une part à réduire les délais pour la réalisation des examens et d'autre part à favoriser une prise en charge médicale à temps des patients. C'est la énième acquisition de ce genre de matériel prévue et inscrite au programme d'action du gouvernement 2021-2026. Le CNHU HKM avait déjà bénéficié d'une unité d'IRM et d'un scanner 64 barrettes. Le centre hospitalier universitaire départemental du Borgou a lui aussi été doté d'un scanner 64 barrettes. Ces efforts du gouvernement concrétisent les objectifs fixés dans le PAG avec une vision à terme de se doter d'un système de santé
santé régulé, performant et résilient, basé sur la disponibilité permanente de soins à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. C'est à juste titre que dans le PAG Santé 2021-2026, il a été prévu de renforcer le plateau technique des centres hospitaliers et formations sanitaires. Il a été prévu, entre autres, l'acquisition d'équipements d'imagerie médicale, notamment 4 scanners de 64 barrettes pour les CHD Zou, CHUD Ouémé, CHUD Borgou, CNHU HKM. Cette planification se concrétise dans une programmation ordonnée propre au gouvernement du président Patrice Talon. La modernisation et de remise à niveau du Centre national hospitalier universitaire Hubert Kotoko Maga répond à cette politique. Le renforcement des équipements des établissements hospitaliers se poursuit donc selon un agenda d'engagement à offrir des services de santé de qualité partout sur le territoire national. Il va bientôt fermer ses portes. Le FINAB, Festival international des arts du Bénin, est en cours au Palais des Congrès de Cotonou depuis le 21 février dernier. 10 jours pour mettre en lumière toutes les disciplines artistiques. Igor Ayosso et Patrick Diosso ont rencontré deux littéraires sur les stands. Le FINAB avec l'art au Bénin, ce sera un pari relevé, un défi gagné aussi. De la littérature dans l'ère du FINAB. Air, synonyme de son et de ton, de sonorité et de tonalité. Et le ton est donné par la galerie Annie, qui converse au-delà d'un anniversaire de l'art et de l'artisanat béninois et africain. La galerie Annie expose et vend des objets d'art, notamment des tableaux modernes, des tableaux contemporains. Et nous nous penchons aussi sur l'artisanat. Donc nous vendons des articles artisanaux. Et tout ça, c'est réalisé par nos artisans, nos plasticiens, nos artistes béninois. Et nous nous tournons aussi vers les Africains parce que la galerie Annie prône pour le panafricanisme. De la peinture à l'écriture, la littérature est toujours dans l'ère du FINAB. Ère synonyme ici d'espace, de surface, d'endroit et de lieu. Et l'espace est numérique avec Book Connect, la librairie qui vend en ligne et qui expose ici en live dans l'un des stands au Festival international des arts du Bénin initié par Ulrich Ajovi. Et pour le promoteur Augustino Bessin Eliezer Agbemavo, Book Connect est l'une des meilleures entrées dans le monde des lecteurs. De la lecture à l'écriture universitaire, la littérature est encore dans l'ère du FINAB. Ère ici étant synonyme de période et de temps. Et le temps est signé ESE pour des études supérieures à l'étranger. Un cabinet conseil spécialisé dans l'orientation et l'accompagnement des étudiants désireux de poursuivre leurs études supérieures hors du Bénin. Et pour Sosten Abiassi, l'un des animateurs du stand, l'ESE participe pleinement à la littérature du FINAB 2025 comme événement sensationnel. Et c'est sur ces images que nous refermons ce bulletin d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci Christelle Tongodo et ce sera tout pour cette semaine, n'est-ce pas? Absolument. Allez, merci ma grande, je te souhaite de passer une belle matinée, d'accord? Merci beaucoup. Nous on reste en plateau, Patrick Diosso et moi. Bonjour Patrick. Bonjour Rachida, bien maman. Alors vous allez bien ce matin, ça va? Très bien, par la grâce de Dieu. Vous nous avez ramené pas mal d'invités. Oui. Alors on ira à la découverte deux auteurs avant de continuer avec les autres invités, ce sont des artistes qui vont passer tour à tour. Deux auteurs, il y a un auteur, je dirais, une autrice qui nous est venue directement du pays des Bamileke. Vous connaissez le pays des Bamileke? Qui ne connaît pas le pays des Bamileke, Patrick Diosso. Alors, au menu également ce matin, laisse-moi rappeler qu'au menu ce matin, nous avons toute l'actualité culturelle, Patrick Diosso, de ces derniers jours, tous les rendez-vous du week-end, à ne surtout pas manquer. On parlera donc de Disco Africa, Patrick Diosso. C'est le premier long métrage malgache en projection à Canal Olympia. Du marathon du dessin, on parlera
parlera aussi ce matin. Restez donc avec nous, ne zappez surtout pas. Et l'autre actualité qui s'invite à l'émission du jour, c'est bien entendu le clash entre les artistes béninois. Bien entendu, Vano, Axel Merrill, Chris Ba et autres. On va décortiquer tout cela ce matin avec Stanislas Linkmont qui va nous retrouver dans quelques minutes. Et donc, chers amis téléspectateurs, restez avec nous. C'est une émission qui risque d'être un peu enflammée, n'est-ce pas, Patrick Diosso? Risque ou qui a toutes les chances d'être enflammé. Si on considère les flammes comme un effet pour pouvoir booster, pour pouvoir porter vers de grands élans, nous allons avoir de belles flammes. Exactement. Mais avant tout cela, permettez-moi, allez, je te feuilleter un peu les journaux. Voici pour vous la revue des titres. Que disent les journaux ce matin, chers amis téléspectateurs? Eh bien, voyons voir quelques-unes ensemble et on va démarrer tout de suite avec le quotidien d'information. L'Emblème qui parle du 35e anniversaire de la conférence des forces vives de 1990, Diogweno et l'UPR en symbiose avec le renouveau démocratique, affiche en manchette l'emblème du jour. Du côté du matinal, c'est également cette actualité qui intéresse nos confrères. Collège scientifique de l'UPR sur l'héritage de la conférence nationale. Joseph Diogweno célèbre les acteurs, affiche le matinal. Le matinal qui ne manque pas, bien entendu, de s'intéresser à cette actualité liée à la fin de la 5e édition du Bénin d'Abaruto. Alors, notre quête des différentes unes ce matin nous amène vers le quotidien d'information Libération. Alors, Patrick Gassou, que dit Libération ce matin? Avant d'aller vers Libération, on va prendre une courte pause rapidement et on se retrouve juste après. Ben voilà, vous le savez, les vendredis, on écoute beaucoup de musique par ici, Patrick Diosso, puisque c'est culture. On découvre des ouvrages, on découvre des événements, on écoute un peu de musique, et c'est tout cela qui fait oui, c'est tout cet l'émission. Ensemble qui fait l'émission. Et lorsque l'on se retrouve dans un cadre d'une émission culturelle, s'il n'y a pas de la musique, il n'y a pas de culture. La musique, c'est cet art qui permet de reconnecter les esprits avec le beau. Le beau, c'est à l'écoute. Le beau, c'est ce qui entre à l'oreille et qui réjouit tout le cœur, tout le corps. Donc, la musique est invitée pour cette émission. Nous avons aussi des artistes qui vont venir, qui vont passer à tour de rôle pour nous permettre de recréer leur univers ou de connaître leur univers, de savoir ce qu'ils ont comme actualité. Et l'actualité, c'est notre fort ici. L'actualité, chaque week-end, on parle de l'actualité du week-end, on parle de ce qui va se passer pour tout le week-end. Suivez, soyez toujours connectés. Nous allons pouvoir continuer cette émission. Oui. Alors, pour continuer l'émission, nous avons, je l'ai annoncé tout à l'heure, une personne qui va nous parler des Bamileke. Une personne, c'est Sa Majesté. Sa Majesté, je voudrais prendre le temps de pouvoir prononcer le nom. Sa Majesté, la reine Mafoticha Pokam. Elle va finir tout l'ensemble tout à l'heure. Nous allons l'inviter à venir. Elle va nous parler. Elle a produit un ouvrage, le matriarcat en pays Bamileke. Alors, qu'est-ce que cet ouvrage nous fait dire? Un ouvrage qui est de 155 pages. 155 pages avec 3 parties. Et chacune des parties est divisée en 3 chapitres. Sa Majesté, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Comment vous allez? Je vais très bien. Le déplacement du pays des Bamileke jusqu'au pays de Vaudou. Vous savez que ce n'est pas très très loin. Nous sommes à peu près à 2 heures de vol. 2 heures de vol. C'est pas très loin. Oui. Alors,
comment vous allez? Vous êtes diplomate de carrière, vous êtes dans la diplomatie de tout ce qui touche aux relations internationales, diplomatie internationale, vous êtes conseiller en gouvernance financière. Exact. De votre rôle de conseiller financier à celui d'écrivaine qui parle du matriarcat en pays Bamileke. Comment ce pas a été fait? Vous êtes Bamileke vous-même? Bien évidemment, je suis originaire de l'ouest du Cameroun, dans la région des Grassfields. Oui, la région des Grassfields qui couvre la région des Bamileke. Exactement. C'est-à-dire que c'est aussi bien dans l'ouest du Cameroun, au nord-ouest et au sud-ouest. Donc c'est tout un ensemble qu'on appelle les Grassfields en fait. D'accord. Alors, comment on parle des pays... Les Bamileke, c'est une entité, je dirais, pas une ethnie. C'est un peuple. C'est un peuple. C'est un peuple qui est bien connu pour beaucoup de choses. Tout à fait. Oui. Et vous avez voulu que cet ouvrage puisse nous montrer une bonne partie du peuple, que le peuple est un peuple matriarcal. Oui, tout à fait. C'est vrai que le peuple Bamileke, on est comme tous les peuples, je vais dire, dans le monde, en Afrique. Oui. Nous avons une identité qui est assez forte et marquée. Oui. Mais c'est aussi un peuple qui est connu pour sa discrétion. Donc on a donc à travers cet ouvrage, justement, le but, c'est un petit peu de ramener la culture Bamileke au monde, en fait. Oui, discrétion, on a plutôt l'impression que vous êtes toujours retranchés entre vous. Les Bamileke se connaissent, mais les autres ne les connaissent pas. Plus en retrait, on va dire. Mais c'est un aspect culturel, justement, qui marque notre identité. C'est-à-dire que le Bamileke, par excellence, c'est un homme qui est très près de sa culture. D'accord. Et en même temps, qui l'intègre dans tout son quotidien de vie, mais on ne l'impose pas. Sauf qu'on est dans un cadre aujourd'hui de mondialisation où les cultures, on va dire, s'égarent un peu. Et donc j'ai voulu, à travers cet ouvrage, c'est de ramener un petit peu du peuple Bamileke vers le monde, et en particulier au Bénin, pourquoi pas, étant donné que c'est aussi un pays à une très forte identité. Donc je pense qu'il y a des similitudes qui ne sont pas négligeables, et la preuve, ma présence aujourd'hui, ce matin avec vous. Oui, il y a des similitudes de telle manière que certains Béninois pensent que les Bamileke sont Béninois parce qu'au Bénin, il y a le Yoruba, Bamidele, Bamileke, donc on a l'impression que ça vient du Bénin. Mais c'est quoi l'origine? Mais la question, elle est pertinente parce que vous dites que certains Béninois pensent qu'ils sont Bamileke, c'est tout à fait vrai. C'est pour ça que j'ai relevé l'aspect sur le peuple. Oui. Parce que, vous savez, aujourd'hui, quand on enlève la carte d'identité, c'est-à-dire le pays, il reste des peuples, il reste de l'ethnicité regroupée en peuples. J'ai parlé de peuples parce qu'on peut très bien retrouver les peuples Bamileke qui soient très bien au Bénin, dans d'autres pays. Parce que c'est avant tout un aspect culturel marqué. Et je crois que le trait commun ici, c'est le lien aux valeurs ancestrales, culturelles fortes. Et ça, déjà, oui, on partage cela avec le Bénin. Donc, je suis tout à fait... Je réponds favorablement à votre question. Oui, donc cette origine, on pourrait dire... Elle est diverse, bien évidemment. Et l'origine, c'est comme tous les peuples d'Afrique, on est sorti de la Basse-Égypte. On n'aime pas trop qu'on emploie le terme, mais on va dire du Nil, on va dire, de la berge du Nil. La plupart des peuples d'Afrique sont sortis de la berge du Nil et ils auraient migré dans différentes zones qui sont aujourd'hui des pays. Mais à l'origine, c'est avant tout, c'est des peuples, c'est des ensembles de groupes de personnes qui partageaient en commun certaines valeurs qui sont restées, comme chez les Bamileke, comme chez les Yoruba, dont vous aviez parlé un petit peu plus tôt. Alors, le mot Bamileke vient d'où? Certains disent, parce qu'il serait issu du mot Pambieke ou Pambleke. Oui, bon, historiquement, ce serait des Germanos, des Allemands qui seraient arrivés dans la région des Hauts Plateaux et qui auraient comme ça appelé les peuples autochtones d'un nom qui est très germanique, qui a ensuite évolué pour devenir Bamileke. Mais c'est une expression qui est germanique en fait, à la base, pour désigner les peuples qui vivent au-delà de la vallée. Voilà. Donc ils sont au-delà de la vallée. Voilà, parce que vous aviez deux peuples dans les Grassfields. On a les Bamoun, qui sont un petit peu en dessous de la vallée, et les Bamileke qui sont au-dessus de la vallée. Et donc, les Germano-Allemands auraient désigné les peuples, les Bamboleke, quelque chose comme ça, et ça a évolué,
Et le nom est resté, en fait, pour identifier. C'était surtout administratif, on va dire. Oui. Lors de l'administration coloniale, il fallait désigner les Bamoun et les Bamileke. Mais en réalité, c'est un même peuple. Des Grassfield, c'est tout un ensemble, tout à fait. Oui. Sinon, je me demandais la différence entre Bamoun et Bamileke, Bafang et... Bon, ça, ce serait un autre débat, mais ça reste, on va dire, ça reste un même peuple, de l'ensemble des Grassfield. Bon, alors revenons à l'ouvrage. L'ouvrage, vous avez séparé ça en 3 grandes parties. Tout à fait. Et ces différentes parties ont recréé le lien entre les rois qui se sont succédés. Et vous avez voulu montrer que la royauté est plus matriarcale. Et comment cela se fait? Puisque tout le monde se dit que les Africains c'est un peuple patriarcal. Justement, je pense que c'est dans l'air du temps. C'est dans l'air du temps où on parle beaucoup de la question du genre. Oui. Et moi, j'ai été interpellée beaucoup de fois sur la question du genre, les droits des femmes. Et moi, en tant que reine de princesse de naissance, j'ai voulu justement mettre en lumière le fait que toutes les sociétés africaines sont à la base matriarcales. Pour la simple raison, c'est que lors des grandes batailles, la plupart des peuples, lorsque les hommes allaient en guerre, en fait, très souvent, ils ne savaient pas s'ils revenaient. Donc, toujours, les enfants en bas âge étaient confiés à la mère pour l'éducation et préserver le royaume, on va dire. Donc, c'est tellement ancré dans la culture africaine. Et j'ai voulu relever cet aspect qu'aujourd'hui, si on parle de la question du genre, c'est tout simplement parce que l'Afrique s'oublie un peu. On a oublié les origines qui sont très matriarcales, parce que dans nos sociétés, c'est la femme qui éduque, c'est la mère, elle donne la vie, donc forcément, elle est précieuse. D'ailleurs, on décrit la femme africaine comme celle qui est la gardienne des trois éléments sacrés qui sont... Elle garde le trône, elle protège le roi, elle protège le futur roi. D'accord. Donc, c'est cet ancrage matriarcal que j'ai voulu un petit peu mettre en lumière. C'est surtout aussi pour rappeler aux hommes africains que c'est notre héritage, en fait. Parce que vous savez, dans des sociétés qui sont évolutives, il y a une forme de revendication. Et c'est un petit peu, à travers ce livre, rendre hommage à ces femmes qui ont contribué on va dire, à l'histoire de l'Afrique, qui malheureusement on en parle très peu. Mais c'est de rappeler surtout à l'homme africain que la femme africaine, elle est précieuse. La femme africaine est précieuse. On ne devrait pas parler des droits de la femme en Afrique. C'est presque un manquement, parce que les droits sont innés. On devrait plutôt parler des travers, qui sont ces hommes qui travestissent les droits des femmes. D'accord. Et vous allez voir que même par rapport à cela, nous sommes en avance sur l'Occident. Parce que c'est eux, bien évidemment, c'est l'Occident qui a ramené le patriarcat. Par le christianisme. Mais sinon, toutes les sociétés africaines, la preuve, quand vous voyez même dans les croyances traditionnelles africaines, on parle toujours des déesses en premier. En premier, Voilà. Quand on va aller sur la fertilité, on parle de la déesse. On ne va jamais interpeller une divinité masculine pour la fertilité. C'est bien qu'on transpose la réalité, que le matriarcat est bien la source des mères de toute l'Afrique. Oui, vous avez raison. Vous avez raison de faire aussi le parallélisme avec le Bénin où tout ce qui est culte endogène, je voudrais excuser ce mot, tout ce qui est culte traditionnel, ce sont les mères qui sont à la base, qui restent en retrait pour pouvoir soutenir ce qui est fait par les prêtres. Ce sont les prêtresses qui sont en retrait. Alors, le matriarcat, est-ce que c'est marqué, en pays Bamileke, est-ce que c'est marqué de manière frontale? Est-ce qu'on voit, est-ce qu'on le sent directement lorsqu'on vient en pays Bamileke, ou bien les femmes restent en retrait pour travailler? Est-ce qu'elles s'affichent? Je suis devant vous. C'est bien que c'est marqué. C'est vrai. Nous avons, en fait, je veux dire, le contexte Bamileke est très, très original, qui mérite d'être qu'on en parle. Je vois par exemple, moi en tant que reine, souvent je suis interpellée parce qu'on me confond à l'épouse du roi, ce qui serait la logique. Mais quand je dis je suis une reine de plein droit qu'un roi, que j'ai été élue dans les mêmes, intronisée dans les mêmes conditions, ça surprend. Parce que très tôt, le peuple Bamileke a intégré le principe de la reine
dans tout le cursus de la vie sociale. Vous allez voir, il y a la reine-mère qui est la mère qui donne la vie au roi. Oui. Il y a la reine-mère qui est l'épouse du roi. Oui. Il y a la reine-mère qui est de lignée royale, dans mon cas. Oui. Et il y a aussi la reine-mère qui est une femme qui potentiellement aurait rendu service à la société. Et donc, elle reçoit à ce titre honorifique. Oui. Mais je veux souligner le fait que c'est vraiment toute la vie sociale qui est impactée. Donc, c'est visible. Oui. Voilà. Maintenant, c'est important aussi de ramener en lumière c'est quoi la différenciation aujourd'hui. C'est pour vous dire que le matriarcat est complètement intégré à la société bamiléké. Parce que sans la reine, il n'y a pas de roi. Aussi, pour justement permettre l'équilibre, il y a aussi des reines qui vont avoir leur cour, et les rois leur cour, les reines qui vont aussi participer aux sociétés secrètes au même rythme que les rois. Pourquoi c'est fait ainsi? C'est pour une question d'équilibre. C'est-à-dire que dans la société bamiléké, nous avons la notion d'équilibre de pouvoir. Et c'est ça que j'ai voulu ramener un peu, de dire aujourd'hui, il ne s'agit pas de revendiquer un droit plus qu'un autre. Il s'agit de rééquilibrer les choses, parce que les deux vont ensemble. Vous allez voir dans la trinité originale de l'Afrique, c'est le père, la mère et l'enfant. Bon, dans le christianisme, on a fait différemment. On a ramené le père, le fils, on a supprimé la maman. On a ramené par le Saint-Esprit. Mais dans les cultures ancestrales africaines, c'est le père, la mère, côte à côte, c'est bien le mâle, la femelle, qui donne naissance. Et donc, dans la société bamiléké, cet équilibre est respecté, on va dire. On ne va pas finir de parler de tout l'ouvrage des bamiléké. L'ouvrage, on peut le retrouver où? Pour l'instant, on a une dédicace aujourd'hui à l'hôtel Nobila. Oui, aujourd'hui, ce vendredi, exact, 28 février 2025, à l'hôtel Nobila. Exact, à 18h. À 18h. Et donc, il y aura un communiqué dans les prochains jours. On a sélectionné une ou deux librairies qui pourront nous représenter. Mais je pense que sur place aussi à l'hôtel, vous pourrez avoir des renseignements. Ça pourra se prendre. Merci infiniment. Je ne sais pas si je vais encore faire l'exercice. Mafo Ticha pour Kam Mpelevi. Pele 6. Ah, pardon, c'est 6. Autant pour moi. Non, ne vous inquiétez pas. En même temps, vous n'êtes pas obligé de prononcer le nom dans l'intégralité. On l'a souligné, le fait que le nom est une identité. C'est aussi un rappel que le nom est une identité. J'ai un nom de naissance. Je suis née princesse avec un autre nom. Je suis devenue reine avec un autre nom. Mais il faut comprendre que chaque nom porte une empreinte. D'accord. Et de manière raccourcie, enfin, on ne peut pas appeler ça majesté avec des diminutifs, mais de manière raccourcie, comment on peut vous appeler? Mamafo, c'est tout. Mamafo. Oui, la reine des reines ou la reine-mère, enfin, ça me va très bien. D'accord. La reine-mère, Mamafo. Merci infiniment. Merci de m'avoir reçu. Passage. Merci beaucoup. Et en avant pour le livre, Le matriarcat en pays bamiléké. Alors, voilà le premier ouvrage dont nous allons parler ce matin. Nous avons parlé de ce livre ce matin. Et un deuxième ouvrage. Un ouvrage qui nous parle de douleur. Et les couleurs de la douleur, non. Les douleurs sans douleur. Douleur sans douleur, c'est avec un auteur, un jeune auteur, qui ne nous vient pas du Cameroun, qui vient d'un pays. Il va se présenter tout à l'heure. Il s'appelle Mustapha Lewis. Mustapha Lewis va nous parler de son ouvrage. Un ouvrage qui a 146 pages ou 156 pages. 136 pages. Un ouvrage qui parle de la douleur. Un ouvrage qui nous plante le couteau dans la plaie de la douleur, mais qui nous fait sortir de cette douleur pour que nous puissions grandir, parce que c'est un coach en développement personnel. Bonjour Lewis Mustapha. Bonjour Monsieur Patrick. Alors, comment ça va? Je vais très bien chez vous. Vous venez du pays bamiléké aussi, du Cameroun? Non. Ah, vous venez du Bénin? Oui, je suis autochtone de Idi. Idi? Oui. Ah, Idi dans les plateaux? Oui. Alors, qu'est-ce que notre autochtone de Idi va chercher dans les douleurs? Douleur sans douleur. Pourquoi les douleurs? Bon,
Il arrive parfois dans la vie, on traverse des moments à certain âge, on se demande si vraiment ça en vaut la peine de continuer à son jeune âge, de pouvoir... Oui, vous vous retrouvez dans des situations difficiles et parfois on se retrouve seul, sans l'aide de personne. Oui. Donc, il y a eu des moments où vous vous êtes retrouvé tout seul. Oui, tout seul. Dans la solitude, il n'y avait personne pour me soutenir. J'étais là seulement. Oui. Je vivais des moments difficiles. Oui. Donc, je ne voulais pas montrer aux gens que je vivais des moments difficiles. Donc, je préfère la solitude et je préfère travailler sur moi-même, dans laquelle j'ai traversé plusieurs difficultés. Et là, ça m'a amené à écrire Douleur sans douleur. Oui, des douleurs qui sont exprimées, mais sans qu'on ne puisse sentir que c'est de la douleur. Parce que vous avez pu réussir à transcender ces douleurs-là. Vous êtes allé au-delà. Et pour 17 chapitres qui sont réunis dans un livre de poche, je précise parce que le livre de poche, c'est facile à garder. Garder, c'est vraiment un livre de poche. Exactement. Alors, livre de poche, pour parler de douleur, et je demandais comment vous avez pu vous retrouver en cette circonstance-là. Mais quand vous êtes conférencier et vous voulez parler de douleur, est-ce que vous arrivez à atteindre le public juste en parlant de cette douleur que vous avez eue en vous? Bon, d'abord, je suis quelqu'un de timide. Oui. Je n'arrive pas à bien m'exprimer devant le public puisque cette timidité est en moi. Oui. Mais après avoir fini d'écrire mon livre, j'ai appris à commencer par parler, à ne plus regarder le regard des autres pour pouvoir communiquer ce dont j'ai à dire au public. Ce qui fait que je organise des conférences, des webinaires en ligne sur WhatsApp. Et je vois les gens face à face comme ça, ce qui améliore un peu mon speech et ce qui m'amène aussi à pouvoir regarder les gens en face. Sinon, avant, j'avais cette habitude de baisser la tête, comme c'est ce qui est inclus dans la tradition, qu'on ne regarde pas les gens en face. Voilà. Oui, c'est ça l'éducation, et surtout l'éducation du plateau. Exactement. Voilà, le respect, la génuflexion, c'est ça, les gens du plateau. Alors, je ne voudrais pas évoquer tout ce qui est à l'intérieur, je ne voudrais pas dévoiler tout ce qui est à l'intérieur, mais dites-nous, qu'est-ce qui pourrait plaire au public, qu'on puisse dire, voilà, cet ouvrage, il faut l'acquérir coûte que coûte. Qu'est-ce qui est dans l'ouvrage? Ce livre, ça traite de la confiance, pas mal de sujets. La confiance en soi, la persévérance, la résilience, les déceptions amoureuses et les déceptions en amitié. Ça traite pas mal de sujets. Et là, pour l'avoir, c'est parce que ce n'est pas juste un livre du développement personnel. Ça parle des expériences. Il y a des anecdotes dedans. Et ça pourrait aider les jeunes comme moi, les étudiants. Et donc, plusieurs personnes quand même. Toutes les sphères de la société. Exactement. Toute personne qui se retrouve en situation où elle a besoin de transcender, elle a besoin de sortir de cette douleur. Exactement. Parce que c'est douleur sans douleur. Et, par exemple, à la page 148, je lis « La vie n'est pas une course de vitesse, mais une course de fond ». Vous avez voulu montrer tout ce qui concerne la vie. Bon, pourquoi course de fond, pas une course de vitesse? J'ai plusieurs amis aujourd'hui et je connais au moins 5 qui sont morts déjà, puisqu'ils ne veulent pas franchir, ils ne veulent pas passer les étapes un à un, ils veulent franchir les étapes, ils ne veulent pas aller un à un, mollo. Ils ne veulent pas aller pas à pas, voilà. Non, pas d'étape une à une, oui. Maintenant, là où je dis la vie n'est pas une course de vitesse, mais plutôt une course de fond. Beaucoup de personnes, ils courent sans savoir là où ils vont exactement. Et là, quand on est très jeune, il y a souvent des pressions, on est souvent frustré de voir nos amis. Celui-ci, il a payé ci, il a payé ça. Mais quand tu regardes au fond de toi, tu sais que là où tu es actuellement, il y a une autre personne qui a envie d'être là. Et là, quand tu apprends à être reconnaissant et tu
tu es reconnaissant envers la nature pour tout ce qu'il te donne. Oui, oui. La nature va plus te bénir. D'accord. Elle va plus te bénir puisque tu es reconnaissant. Une autre personne rêve d'être à ta place. Oui. Donc ça ne sert à rien de courir sans savoir là où on va exactement. D'accord. Donc il faut avancer à son rythme. Ce n'est pas la précipitation, il faut aller à son rythme. Et chacun doit retrouver son rythme, c'est ce que cela signifie. Exactement. Et mon rythme n'est pas votre rythme rythme n'est pas le mien. Oui. Alors vous avez dit à la page 124 par exemple, le seul obstacle, j'y arrive, à ton succès, c'est toi-même. Le seul obstacle à ton succès, c'est toi-même. Oui. Donc nous constituons notre propre obstacle pour le succès. Oui. Cela signifie que le succès ne dépend que de nous-mêmes. Oui. Est-ce que les autres qui essaient de nous mettre des bâtons dans les roues ne sont pas des obstacles? Bon, il arrive parfois, il y a des autres qui nous mettent des bâtons dans les roues pour nous empêcher d'atteindre nos objectifs. Oui. Mais en réalité, ce n'est pas forcément les autres qui nous mettent les bâtons dans les roues pour pouvoir atteindre nos objectifs. Avant d'écrire ce livre, j'attendais souvent le sponsor, que quelqu'un vienne m'aider pour que je puisse faire sortir mon livre. J'attends que quelqu'un finance pour faire sortir mon livre, mais je n'ai pas trouvé. Il n'y avait personne. Il n'y avait pas de sponsor, il n'y a pas de mécène. Il n'y avait personne. Il a fallu que je me décide pour prendre ma vie en main. Je dis, c'est un pourquoi. Et quand le pourquoi il est clair, il n'y a plus autre obstacle qui peut vous empêcher d'atteindre le sommet dont vous êtes promis. C'est vrai que le mécénat est difficile par les temps qui courent. De toute façon, au Bénin, il n'y a pas toujours de mécènes pour produire des ouvrages. Mais lorsque vous parlez de l'obstacle qui n'est pas fait de l'autre, mais que vous-même vous constituez l'obstacle, est-ce que vous ne voyez pas que de temps à autre, il y a des moments où certains vous empêchent quand même d'évoluer? Vous ne pouvez pas avancer sans eux, sans passer par eux. Est-ce qu'ils ne constituent pas des obstacles, ceux-là? Comment aller au-delà? Ce n'est pas une question piège. Oui, ce n'est pas une question piège. Oui. Pour aller au-delà de ce dont on s'est promis, d'abord, moi je dis quand c'est possible de l'imaginer ici, c'est possible vraiment de le réaliser dans la vraie vie. D'accord, donc ça passe déjà par la tête, il faut s'imaginer avoir franchi l'obstacle. Oui. Qu'on dépasse totalement l'obstacle et que quand on va au-delà de l'obstacle, on réussit. C'est ça. Oui, d'accord. Bon, et pour avoir cet ouvrage, comment il faut faire? Douleur sans douleur. Est-ce qu'il y a un endroit où on peut déjà l'avoir? Bon, actuellement, comme c'était en Côte d'Ivoire, je l'ai fait. C'est dans 2 librairies au moins en Côte d'Ivoire. Non, je suis en train de... C'est pour ça que je demandais si vous veniez du Cameroun. Vous avez dit des plateaux. Je voulais vous entendre dire non, je viens de la Côte d'Ivoire. Mais vous avez éludé la question. Alors oui, les téléspectateurs le savent maintenant. Lui, il vient de la Côte d'Ivoire, l'autre venait du Cameroun. Mais il est béninois. Oui, je suis béninois. Béninois qui vient de la Côte d'Ivoire. Donc, l'ouvrage se retrouve dans la librairie en Côte d'Ivoire. Pour le moment, ce n'est pas encore en librairie au Bénin. C'est à ma disposition pour le moment, mais je cherche à le mettre dans les librairies. Oui, il y a des librairies. Hors antenne, on va vous indiquer toutes les librairies qu'il y a à Cotonou. Il y en a au moins 7 à Cotonou actuellement. Et hors de Cotonou jusqu'au nord, jusqu'à Parakou, il y a des librairies qui vont se charger de distribuer votre ouvrage. Il y a même des librairies en ligne. Vous connaissez, c'est une librairie en ligne, ce n'est pas pour faire de la publicité. Et il y a même des librairies qui se chargent de faire votre promotion entièrement. Donc, les librairies qui vont... les libraires sont déjà au courant, ils sont en train de nous suivre. Donc, l'ouvrage sera en librairie très bientôt. Merci Lewis Mustapha et bon vent à votre ouvrage. Merci Douleur beaucoup, sans douleur. Alors, merci amis téléspectateurs. Nous avons fait le parcours avec 2 ouvrages. Nous allons faire un tour à la régie pour quelques instants de publicité, le temps de revenir vers vous pour d'autres informations culturelles. La culture
C'est tous les vendredis, 5 sur 7 matin. Ben voilà, vous êtes toujours sur votre matinale 5 sur 7 matin. Merci d'être avec nous. Merci surtout de nous suivre, Patrick Diosso. Ça se poursuit, n'est-ce pas? Oui, ça se poursuit. On va à la rencontre de l'identité scolaire des apprenants. Oui, avec le coach Guetoro Fulgence Awangonou. Bonjour, coach. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour, chers élus du succès scolaire, parce que nos apprenants sont des élus du succès. Ils sont des élus du succès? Oui, ils sont élus du succès parce que nous disons à l'académie que nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Pour nous, ils vont réussir. Mais la réussite, c'est une question de méthode et d'organisation. Et c'est la méthode qui permet de partir de ce que nous pouvons appeler difficultés scolaires pour arriver au succès de nos enfants. Ils vont réussir, ils ne peuvent pas ne pas réussir. Donc nous parlons de l'identité scolaire de nos enfants ce matin. Vous savez, l'année scolaire a commencé depuis un bon moment. D'accord. Et nos enfants ont commencé par prendre leur marque quand ils sont candidats aux différents examens. Oui. Et vous savez, quand vous êtes dans le public, c'est déjà à la fin du premier semestre. D'accord. Quand vous êtes dans le public, on a fini le premier trimestre. Et le second trimestre aussi, on va finir dès la reprise maintenant. Donc, nos enfants ont pris déjà le temps de montrer de quoi ils sont capables. Oui. Et quand vous êtes dans le public, les publics ils disent souvent que le coach ne parle pas d'eux. À la fin du semestre, et quand nous partons de l'approche par capacité de la trilogie du succès, à la fin de chaque étape, il faut un bilan. Donc, nous leur proposons de faire un bilan des notes, le bilan des attitudes et le bilan des connaissances. C'est très important parce que quand vous ne faites pas le bilan, vous ne pouvez pas fixer les objectifs du semestre qui va suivre. Et c'est ce bilan qui va leur permettre de dire quelles sont les matières dans lesquelles, avec 6 mois de cours, je travaille. J'ai souvent au moins 14 et plus. C'est très important. Quelles sont les matières dans lesquelles je garde une constance? Je suis souvent entre 10, 12 et consort. Je suis moyen en griffe. Oui. Et quelles sont ces matières dans lesquelles je n'arrive pas encore à aller en altitude? D'accord. Et c'est la même chose aussi dans le privé. Eux, ils ont déjà fait le premier trimestre. Ils ont déjà fait un bilan même à mi-parcours du second trimestre. Parce que vous savez, ce que nous nous proposons, c'est que quand on fixe les objectifs, on ne va pas se reposer. On travaille à mi-parcours du trimestre. On fait un bilan pour voir si les notes qu'on avait dit, nos objectifs, on va les atteindre ou pas. Au milieu du semestre aussi, au public, on fait un bilan à mi-parcours pour voir. Parce que quand vous laissez les apprenants, vous n'intervenez pas régulièrement, on a fixé les objectifs, on travaille vaille que vaille, et puis il y a un risque qu'on n'atteigne pas nos objectifs. C'est pourquoi nous proposons des bilans à mi-parcours. Et quand on finit maintenant le semestre et 2 fois le trimestre, c'est le moment pour nos apprenants avec leurs parents. C'est vrai que c'est la fin des congés de détente pour dire quelle est l'identité scolaire de mon enfant. Autrement dit, quelles sont ces matières dans lesquelles, avec le temps, avec ces notes d'interrogation, avec ces notes en classe un peu partout, je peux affirmer que quel qu'en soit Alpha, il travaille. D'accord. Quelles sont ces matières dans lesquelles il se cherche, il est moyen, il est entre 12, 13, 10, 11. Là, on sait qu'il a juste une constante, il est au milieu. Et surtout, quelles sont ces matières dans lesquelles nos apprenants ne performent pas encore? Ils sont candidats, ils sont tous candidats. Même si vous n'êtes pas candidat à l'examen, vous êtes candidat pour passer en classe supérieure. Oui. Et en réalité, l'identité des apprenants, ça permet plus tard de faire l'orientation scolaire. Parce que l'orientation aussi, il y a une partie qui est basée sur les performances à l'école. Après, il y a les attitudes des apprenants. Donc, quand vous avez l'identité scolaire de votre enfant apprenant, ça va vous aider facilement à dire, d'abord, il va faire quelle série, s'il peut aller déjà rapidement en technique, s'il peut continuer. Donc, ça permet aussi à l'orientation, mais ça permet aussi de réussir à la fin de l'année scolaire, parce qu'on va chercher les leviers par lesquels l'enfant qui ne travaille pas dans une matière, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est des matières où il faut apprendre et garder? C'est l'appropriation du savoir. Pourquoi il ne garde pas? Il faut aller à la rencontre de sa période de fertilité intellectuelle. Est-ce qu'il va apprendre tôt le matin, le soir, à quel moment il va apprendre pour vite garder? Si c'est des matières où il faut le faire, c'est-à-dire les mathématiques et consorts, il faut faire beaucoup d'exercices. Oui. Qu'est-ce qui lui manque? Vous savez, il y a des enfants qui ne travaillent pas dans certaines matières, disent les maths sont ceci, cela, mais les mathématiques aussi, il faut apprendre les propriétés. Oui, donc, il faut toujours faire un bilan pour voir, en réalité, ces matières dans lesquelles l'enfant ne performe pas, qu'est-ce qui ne va pas? À quel niveau ça ne marche pas? Est-ce que c'est un enfant qui n'écrit pas les cours? Parce que nous avons des enfants qui sont au CM2 qui n'écrivent pas parfois, même en 6e, même, moi j'ai appris même en terminale, qui n'écrit pas les cours. Vous savez, je suis coach scolaire dans plusieurs établissements. En terminale? En terminale, et on en quoi? Il n'écrit pas, il dit, mais ça là, c'est au primaire. Mais attention, il faut voir le parcours de l'apprenant. Nous n'allons pas les juger pour voir où soit c'est des apprenants
qui reprennent la classe et se disent, moi je suis doyen, je n'ai pas besoin d'écrire les cours. Attention, danger. C'est pas parce que je fais la terminale la deuxième fois que je ne veux pas écrire. Il faut toujours se considérer comme un nouveau et travailler régulièrement. Donc, il faut chercher, identifier. Les parents ne savent pas. L'enfant qui n'écrit pas, il ne pourra pas apprendre. L'enfant qui n'est pas attentif en classe. L'enfant qui, quand il rentre, il n'étudie pas, il n'a pas un endroit pour apprendre, il ne fait pas d'exercice. Tant que vous ne faites pas un bilan pour identifier sur quel levier il faut travailler, ça ne marchera pas. Ou bien il y a des enfants qui ne dorment pas la nuit. Ça fait qu'ils sont fatigués le matin, ils ne suivent pas les cours du matin. Donc, il y a tellement de leviers sur lesquels, si vous ne discutez pas, il faut agir pour que ces matières dans lesquelles les enfants ne travaillent pas, qui commencent par aller en attitude, qui viennent à 10, 11, 12. Moi, j'y crois. Nos enfants vont réussir. Mais il faut beaucoup d'attention. Il faut les observer, il faut les écouter. Et il faut toujours faire un bilan pour voir. Pourquoi? Parce que si A travaille, c'est que B aussi peut travailler. C'est vrai, nous n'avons pas... Nous ne sommes pas les mêmes. Non, on n'est pas les mêmes. Hein. Il y a toutes des matières dans lesquelles on travaille très bien. Il y a d'autres où on vacille, mais quand même, on peut quand même avoir la moyenne dans toutes les matières. C'est possible et c'est réalisable. Oui, c'est possible, c'est réalisable. Ce qu'on suit, enfin, quand vous suit, on a l'impression qu'il n'y a pas d'enfant médiocre, il n'y a pas d'enfant qui soit vraiment à négliger. Vous avez parlé de performance, niveau de performance. Donc, quand on est en dessous de la moyenne, en dessous de la moyenne, il faut dire que l'enfant... Il peut arriver, il peut avoir la moyenne. Quand on arrive à identifier, excusez-moi, ce qui l'empêche à réussir dans une matière, ça devient un atout pour qu'il travaille maintenant dans cette matière. Tous les enfants sont intelligents. C'est vrai, il y a des enfants qui ont des lacunes. Mais nous, quand vous avez des lacunes depuis la 6e en mathématiques, 5e, et vous passez, sans oublier qu'en mathématiques, vous ne passez jamais. Vous savez, à la fin de l'année, je dis ici, quand vous n'avez pas la moyenne dans une matière, vous ne passez pas dans cette matière. Attention, vous avez beau avoir 12 de moyenne, mais dans cette matière, vous êtes un redoublant. Et vous devez partir des vacances pour aller à la rencontre de vos lacunes. Donc, il y en a qui gardent des lacunes jusqu'en terminale. Et là, ça pose un problème. On ne peut pas résoudre une lacune en 6-9 mois. Vous voyez, tout ce temps, en dehors de ces enfants qui ont des lacunes, si vous n'en avez pas, c'est que vous pouvez quand même avoir la moyenne dans toutes les matières. Mais si vous avez des lacunes, c'est pour cela que quand les vacances arrivent, je dis, par attention, les enfants ne passent pas dans toutes les matières. Ce n'est pas encore le moment, on va y revenir plus tard. Mais je dis, nos enfants ont une identité. Il faut connaître l'identité dès maintenant pour savoir les leviers sur lesquels il faut jouer. Parce que l'enfant est candidat. Et nous disons, nos enfants ne peuvent pas ne pas réussir. Vous savez, nous, au cours de coaching, nous avons très souvent les 100% au cours de coaching. C'est vrai, il y a des années où on n'a pas. Et c'est l'exception qui confirme la règle, c'est ce que je dis souvent. Mais donc, si on a, c'est qu'il faut de la méthode. Il faut aller à la rencontre de nos enfants. Il faut discuter avec eux, matière par matière. Je vous assure, il y a même des fois où on va même checker. Il y a des enfants qui ne travaillent pas parce qu'ils n'ont pas souvent les moyens d'interro, mais ils ont des moyens de devoir. Dans les devoirs, ils ont les moyens, mais en interro, ils n'ont pas. J'en ai questionné qui me dit, non coach, moi, c'est le professeur, c'est à la fin, il dit, prenez une feuille. C'est-à-dire, attention, vous voyez, il y a des trucs qui n'ont l'air de rien, mais l'enfant n'est pas préparé. Il va que c'est la fin du cours, le professeur dit, prenez une feuille. Donc, alors qu'il s'attendait à prendre la feuille au début, au milieu peut-être, et puis à la fin, pendant qu'il a déjà relâché toute son attention, on dit de prendre une feuille. Parce qu'il n'est pas habitué à cela, il n'arrive pas à gérer le stress, et il faut jouer sur ça, l'amener à gérer son stress. C'est un stress mal géré qui tombe dans la peur. Donc, quand on ne discute pas avec l'enfant, on ne peut pas savoir que ça, là, par exemple, peut faire que l'enfant n'a pas la moyenne en interro. Donc on se dit, ok, le problème n'est pas que tu n'as pas appris, mais le problème c'est qu'il faut gérer ton stress. Et on donne des méthodes de décompter, autre chose pour gérer le stress. Donc il faut discuter avec les enfants. C'est qu'on doit permettre à tous les parents de faire un bilan, de discuter et de se dire, quelle est l'identité scolaire de mon enfant. Et là, je sais sur quel levier travailler. Mais attention, l'identifier ne nous demande pas d'aller dormir sur les lauriers. Mon enfant souvent travaille dans telle matière, donc bon, de toutes les... Non, attention. Il n'y a pas d'acquis. Non. Il n'y a pas d'acquis. Il faut travailler tous les jours pour que l'acquis soit, et ce qui n'est pas acquis devient un acquis. D'accord, ok. Merci. Donc, l'identité scolaire de l'enfant, il faut pouvoir aller à cette rencontre. C'est le conseil du coach Fulgence Awanganou, Betorfo. Et nous allons évoluer pour cette émission. Nous allons parler d'autre chose, Rachida. Nous allons parler d'un autre coaching, mais un coaching qui
travaille sur la voix. Une masterclass. Masterclass avec quelqu'un qui a le maximum en lui. Il se prénomme Max. Max Ziga, ou Zita. Il est Zita Bass. Il est un coach et il vient de la Guadeloupe. Bonjour, Max Zita. Bien bonjour de me recevoir. Merci de cet instant de formation par rapport à ce masterclass qu'on doit réaliser avec Africa Sound et Djababa, l'artiste béninois qui m'a invité. Oui, alors donc vous serez à Africa Sound City de Djababa, l'artiste béninois, et qui vous a invité. Vous êtes de la Guadeloupe. De la Guadeloupe, oui. Alors la masterclass le masterclass va se dérouler comment? Sur deux jours. Le principe c'est ce soir déjà. Ce soir. Aujourd'hui le 28 février. Demain soir aussi. Demain samedi 1er mars. Et aussi il y a un concert de finale prévu dimanche prochain. Aussi à 20h. Oui. Comment ça va se passer? Alors, ce que je propose, c'est un challenge. Permettre à des gens qui ont pas obligatoirement l'habitude de chanter tous les jours, mais ceux qui ont l'habitude de chanter aussi, de venir passer un moment et d'échange de mon expérience de mes 40 ans de coaching et de réalisation autour du chant. Et le principe est simple, c'est que pendant 2h30, nous allons travailler la technique vocale de chant choral ensemble, travailler aussi certaines individualités en fonction aussi, et monter un répertoire et être capable dans 2 séances de produire quelque chose scéniquement, avec quelques artistes qui viendront aussi professionnels, renforcer le projet et permettre qu'on passe un moment d'échange, de partage autour du chant. Le chant qui est le chant gospel, donc c'est déjà un chant de foi, mais c'est aussi un chant qui raconte l'histoire de qui nous sommes afrodescendants, voilà, le trajet qui a été forcé de la captivité, celle du transport dans la mer et tout, et aussi l'esclavage subi sur les terres d'Amérique. Donc ce chant-là parle de tout ça, il parle aussi de cette résilience qu'a le peuple noir, d'avoir traversé toutes ces épreuves et de toujours croire que l'amour vaincra. Voilà, c'est un peu ces thèmes-là qui seront abordés pendant ces masterclass-là. Vous avez fait 40 ans. Ça fait 40 ans que je fais ce projet. Il se trouve que je viens de parents qui étaient musiciens et quand à 20 ans je me suis posé la question qu'est-ce que je savais faire de mieux, qu'est-ce qui me faisait résonner le plus dans la vie, c'était la musique. En l'occurrence c'était du gospel qu'on faisait déjà. On avait déjà une petite formation en Guadeloupe. On faisait des concerts dans des églises. On organisait déjà nos petites tournées en Martinique, Guadeloupe, Marie-Galante. Donc c'est venu de façon naturelle. Et je me suis découvert au travers de cette voie-là. D'accord. Et cette voie, vous allez apporter votre expertise pour des Béninois. Et est-ce qu'ils se sont déjà inscrits, ceux qui sont... Oui, il y a déjà ceux qui sont inscrits, bien sûr, et il y a encore quelques places. Si nous sommes une quarantaine, ce fera une bonne petite masterclass. Mais ce projet je dirais, s'inscrit dans un plus long projet qui est aussi celui de créer un pôle, je dirais, festival. Parce que, pour la petite histoire, je suis le cousin germain du Père Dja. Donc, donc c'est un peu lui qui m'a permis de venir ici. Et donc, avec lui, en souvenir de la mère Dja qui est décédée l'année dernière, nous avons le projet de monter un festival de la porte du retour. Voilà, avec de la musique, de l'agroécologie, parce que c'est un peu ça la marque de fabrique de la famille Dja, et donc c'est le début d'une grande aventure. Le début d'une grande... Et donc ça veut dire que vous avez envie de venir vous installer au Mais moi, dès que ce sera possible, je prendrai mon passeport béninois, en tant qu'afro-descendant, parce que ce qu'il y a, c'est que nos parents savent que nous avons une lignée directe du Bénin. Notre arrière-grand-père disait qu'il venait du Dahomey. Donc on sait que du côté de ma mère, qu'il y a notre sang est direct ici. Ça fait plaisir. Ça fait chaud au cœur et puis ça donne des frissons. Mais oui, c'est pourquoi je dis que ce qu'on est en train de vivre quelque chose de
de merveilleux, qui nous dépasse et qui va réparer l'ADN qu'on nous a démonté au travers de cette histoire. Donc je trouve que voilà, c'est une prière que nos ancêtres ont posée et que nous revenons actuellement et que c'est d'une force énorme et spirituelle aussi énorme. Oui, en parlant de force spirituelle, le gospel, comment le gospel se porte en Guadeloupe? Disons que c'est le fait est que la musique gospel, c'est en réalité à l'empreinte américaine, elle vient de la communauté afro-américaine, mais la proximité des îles de la Caraïbe fait que très souvent, moi, j'ai eu des chœurs de gospel qui venaient avec des pasteurs pour faire des séminaires, des sermons d'évangélisation. C'est un peu comme ça que j'ai un peu touché la musique. Et quand aussi mon père m'a mis... à l'époque, c'était un 45 tours du Golden Gate Quartet. Quand j'ai entendu cette musique, j'ai dit, ça, c'est cette musique que je ferai. Voilà, donc oui, c'est vrai que c'est le summum, mais c'est carrément une institution. Une institution. Et donc, et après, j'ai découvert pourquoi cette musique me parlait, pourquoi j'avais tant d'intérêt à cette musique. Et quand j'ai décidé de faire de la musique, j'ai dit que je me dirigerais sur ce créneau musical. Voilà. Vous avez préféré le gospel pur et non le jazz? Non, c'était le gospel vraiment pur, le gospel. Et après, je fais du jazz, bien sûr, mais je fais aussi de la musique traditionnelle de la Guadeloupe, etc., du Goroka, etc. Mais ça a été mon fer de lance de mon métier. Et j'en ai fait mon métier, voilà, j'en fais mon métier d'ailleurs. Oui, mais lorsque vous faites du gospel, est-ce que ça vous épanouit autant, enfin, plus qu'en allant vers d'autres musiques? D'autres musiques que certains appellent profanes. Mais bon, profane, entre guillemets. Non, parce que dans toute musique, il y a une certaine spiritualité. Ouais. Mais c'est vrai que... Ça, c'est très bien dit. Dans toute musique, il y a une certaine spiritualité. D'accord. Donc, mais ce on met en avant dans le gospel, c'est vraiment l'histoire de foi et la transcendance, et aussi c'est l'histoire aussi de croire que au travers des difficultés qu'on a, demain sera meilleur. Donc c'est cette force qu'elle a directement le gospel. Voilà. Oui, et qu'est-ce qui est la force, la plus grande force musicale dans le gospel? Enfin, quel instrument? C'est la voix? Non, c'est la voix. Les instruments sont là pour accompagner, mais en réalité, c'est la voix. C'est la voix. La voix, c'est le souffle, c'est l'âme. Donc, c'est ça qui est le plus important. Les instruments, ce sont des intermédiaires, des médias, mais la voix, c'est l'âme en direct. Et après la voix, quel autre instrument? Après, je dirais que tous les instruments, que ce soit la batterie ou la basse, le piano, sont importants. Voilà. Tous les instruments se battent. Vous êtes instrumentiste, certainement? Je suis guitariste. Ok. Ok. Les 6 cordes, c'est sans aucun doute. Oui, voilà. Quand vous aviez commencé la guitare, est-ce que vous aviez plus tendance à jouer qu'à chanter, ou bien disons que comme j'étais à l'époque très timide, donc je jouais. Et c'est après, c'est après dans l'évolution des choses et que les autres m'encourageaient et au fur et à mesure, comme je composais aussi, donc du coup il fallait que je chante ce que je compose et c'est venu comme ça. Et donc du coup quand je fais du coaching, je donne aux gens confiance, parce que très souvent c'est la première des choses, c'est donner aux gens confiance, leur dire que c'est sûr que très souvent on n'aime pas entendre sa voix, mais c'est d'abord accepter ce qu'on est, notre identité, et à partir de ça évoluer. Voilà. D'accord. Ça c'est bien. On va revenir sur votre parcours, sur une partie de votre parcours musical tout à l'heure. Je voudrais juste apporter quelques informations sur l'actualité au Bénin. La première information, il y a portrait pour trait. Portrait pour trait, c'est un marathon de dessin. Un marathon de dessin qui a commencé déjà depuis hier, jeudi 27 février 2025, et qui continue aujourd'hui, le vendredi 28 février 2025. De quoi il s'agit? C'est un artiste, Charbel Mori, qui est en performance marathon. Et sa performance, c'est quoi? Chacun passe, et c'est à l'Institut français, au Centre culturel français du Bénin, à l'Institut français de Cotonou. Chacun passe et il fait le portrait directement. C'est portrait pour trait. Il fait le portrait de chacun directement devant la personne.
et il rentre. Donc, ça commence de 12h à 22h. Hier, c'était l'apothéose, 12h à 22h. On n'a pas pu avoir les images, mais ça, c'est fait. Donc, 12h à 22h, ça continue aujourd'hui de 12h à 22h à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Charbel, il fait des portraits de personnes en live. Voilà. Deuxième information, Formed Police Unite, c'est un titre en anglais. Titre en anglais d'un film chinois. Un film chinois avec la plus connue, la plus célèbre des artistes béninoises en Chine. Ravdat Alazi Soumaïla, c'est son nom. Elle est béninoise, mais elle est très connue en Chine. Et son film, qui a fait le carton dans toute la Chine, sera projeté au centre communautaire EYA le vendredi, aujourd'hui, vendredi 28 février 2025 à 19h30. L'entrée est libre et gratuite. Entrée libre et gratuite pour le Centre culturel français aussi, pour aller se faire prendre le portrait avec ce jeune qui fait le portrait en direct. Alors, lorsque l'on se retrouve en musique, Mas Ziga, Zita, pardon, Zita, pas Ziga, Zita, Mas. Et lorsqu'on se retrouve en musique et on veut faire le parcours d'un homme comme vous, qui a 40 ans de pratique musicale, qu'est-ce qu'on peut retenir pour le nombre de morceaux composés? Est-ce qu'on peut en avoir une idée? Disons que j'ai composé peut-être une quarantaine de morceaux. Je suis plus dans l'arrangement et de morceaux déjà existants, etc. Après, j'ai, avec mes formations, enregistré 7 albums à peu près. Voilà. 7 albums. Ouais, 7 albums. Après, au niveau des concerts, j'ai dû faire à plus de 2000 concerts à peu près. Même... Je dis 2000 concerts, plus de 3000 concerts même. 3000 concerts à peu près. Et des collaborations, j'en ai plusieurs avec des artistes français, des artistes américains. Voilà. Des scènes, j'en ai fait un peu partout en France. Des grandes scènes, même des Bercy et des Zéniths, avec des formations que j'ai créées. Donc, après, ce sont des projets et la vie est devant moi. Donc, je pense aussi... porter ma pierre ici, aussi, donc aussi partant pour d'autres projets avec le Bénin aussi, voilà. Oui, 3000 concerts, il y a une question qui vient souvent en tête, 3000 concerts, est-ce que chaque concert se ressemble? Il y a deux concerts qui se ressemblent, ou bien chaque concert est le concert? Non, chaque concert ne se ressemble pas parce que ce n'est pas les mêmes configurations. Je peux partir d'un concert où je suis tout seul à un concert où je suis avec 300 personnes. Et entre ça, il y a toutes les composantes de formation. Voilà, donc, et ça dépend des projets, ça dépend des collaborations. Donc, chaque concert n'est pas pareil. Parfois, et pour moi, quand je fais un concert pour un EHPAD ou une maison de retraite, etc., pour moi, c'est un concert aussi. Donc, même si je ne vais pas la mettre à la même hauteur, je dirais, que de communication, mais c'est un concert de partage que je fais aussi avec... Donc vous faites aussi des duos, des duos, solo, voilà, des quatuors, des quintettes, voilà, et des formations de 12, des formations de 20, des formations de 40, voilà, en fonction aussi des opportunités, parce que c'est aussi parfois du financement aussi, parce que je travaille une grande partie avec des professionnels aussi parfois. Oui. Est-ce que vous envisagez revenir pour un concert au Bénin par exemple? Ah oui, à part ce concert-là, oui, bien sûr. Mon rythme, ce sera à peu près venir 2 fois par an ici, quoi. Ah, très heureux, 2 fois par an. On prend le rendez-vous. On prend un rendez-vous. Alors, d'autres informations culturelles, et il y a Inspiration Bénin. C'est une sortie de résidence. Inspiration Bénin, la lauréate du programme de résidence Inspiration Bénin, elle s'appelle Akima Judy, voilà, c'est son nom. Elle est artiste plasticienne. Elle fera la restitution de son œuvre, la restitution de ses travaux de recherche le samedi, donc demain, le samedi 1er mars 2025, de 11h à 19h. Et c'est à la case nomade à Porto Novo, à la capitale. L'entrée est libre et gratuite.
Donc je rappelle, Inspiration Bénin, sortie de résidence, elle va faire la restitution. Et une autre information, c'est la sortie, non, la sortie a été déjà faite, c'est la présentation d'un film. Un film Disco Africa, premier long métrage malgache. C'est venu de Madagascar et c'est d'un malgache, il s'appelle Luc Razanajaova, j'y arrive. Luc Razanajaova, non, Razanajaona, voilà. Et la projection du film aura lieu à Canal Olympia, au Logedé, le dimanche 2 mars 2025 à 18h. Donc un film qui va montrer Madagascar dans toute son entité, dans tout son ensemble. Et c'est le premier long métrage d'un malgache. Ça, le rendez-vous est pris. Donc le dimanche 2 mars 2025 à 18h à la salle de projection de Canal Olympia Logedé. Autre information, ça c'est une information de décès de la franco-béninoise Géraldine Faladé. Elle est pionnière du journalisme et du féminisme africain. Et elle est partie dimanche 16 février 2025 en France. Et Géraldine Faladé, née en 1935 à Porto-Novo, au Bénin, elle est décédée en France, comme je l'ai dit. Elle a produit un essai Turbulence des Africaines en France. Et cet essai lui a valu beaucoup de prix. Donc elle est une écrivaine engagée pour l'indépendance de l'Afrique et l'indépendance pour la cause des femmes. Suivons un extrait du reportage de TV5 sur une partie de la vie de cette journaliste écrivaine. C'est un extrait que nous allons suivre qui montre ce qu'elle est. Les 22 biographies de femmes leaders du Bénin dans l'exposition Héroïnes d'hier à aujourd'hui, exposée à Porto-Novo au Centre africain des créateurs Ken Bougoul. Ce jour-là, elle avait fait la surprise d'être présente. Géraldine Faladé n'a jamais cessé de travailler. Au moment de sa mort, elle était en train d'écrire le second tome de son ouvrage. Oui. Alors, Géraldine Faladé, c'était juste un court extrait. Il y a un autre décès que nous avons constaté dans l'univers artistique et culturel. Le décès du réalisateur malien Souleymane Cissé, un des pères du cinéma africain, du cinéma malien et du cinéma africain. Il est emblématique, il est un réalisateur et c'est lui qui a eu plusieurs prix en Afrique et au Mali pour plusieurs de ses œuvres. Il y a par exemple Yélen, il est parti à l'âge de 84 ans à Bamako et ses obsèques ont eu lieu le vendredi dernier. Et il s'apprêtait à aller au FESPACO parce que c'est l'une des figures emblématiques du FESPACO. Nous allons suivre un témoignage de l'illustre lui-même, l'illustre disparu, sur son propre parcours, un témoignage il était sur les plateaux de TV5 Monde. Je sais comment je suis rentré à l'Institut de cinéma à Moscou. Je n'avais aucune notion sur la cinématographie, à part que j'étais un cinéphile de l'écran. Et là aussi, en ce moment-là, je voyais des films western et tout, mais je ne savais même pas que c'était des réalisateurs. Pour moi, c'était les acteurs. Alors, arrivé à Moscou, bien sûr, ça a été dur d'abord pour apprendre la langue, le climat. Ensuite, petit à petit, on s'habitue et puis on prend l'élan qu'il faut, mais on se met aux études. Et surtout quand on voit qu'on n'est pas à la hauteur des autres, il faut doublement faire des choses pour que tu puisses arriver à ce niveau-là. Waouh, super. Donc voilà, il est parti, paix à son âme. Nous revenons à Zita. Zita, qu'est-ce qu'il faut dire pour conclure, pour parler toujours de votre vie? Vous êtes très loin de la mort. On vous souhaite une vie longue. Oui. Merci de cette bénédiction. Disons que
chaque étape de la vie, en fonction de notre évolution spirituelle, on réalise des choses. Et bon, je pense qu'actuellement, j'ai des souhaits qui se penchent de transmission, beaucoup de transmission. Et pour l'Afrique, bien sûr, et peut-être la Guadeloupe aussi, et la Caraïbe où je suis né aussi. Et je reste ouvert à la vie aussi. Parce que très souvent, on fait des plans, mais il faut laisser la part de Dieu et accepter que Dieu vous donne des possibilités qui sont même plus grandes que ce que vous croyez. Okay. Vous avez déjà écouté de la musique béninoise, du gospel béninois? Ah oui, mais avec Djababa, on ne peut pas faire différemment. Votre avis? Mais je retrouve, rythmiquement, on retrouve des rythmes, par exemple, qui sont collés au gros cas, qui sont la musique de la Guadeloupe, etc. Oui. Donc on sent aussi les vibrations qui sont les notes. Ouais, parfois on ne peut pas mettre de mots, mais on est dans le ressenti. Dans le ressenti, des vibrations. Merci. Maximum de vibrations pour Max. Merci. Maximum de vibrations pour la suite du programme. Merci. Merci Patrick Diosso, Paul Maxita, merci d'être passé sur ce plateau de 5 sur 7 matin. Et ce sera tout pour aujourd'hui, on se retrouve la semaine prochaine.